Sébastien Tocars, bonjour. Bonjour William. Tu es président d'ECF, Experts comptables de France, donc un des deux grands syndicats de la profession. Tu es donc dans une réflexion à la fois sur le commissariat aux comptes et sur l'expertise comptable. Donc je vais démarrer par le commissariat aux comptes. Il faut bien commencer par quelque chose. On sait qu'il y a une réforme de l'audit, une directive européenne transposée en France, donc une réforme de l'audit. Le métier de commissaire aux comptes a beaucoup évolué depuis 10-15 ans avec le H3C, les normes, etc. Tout ça, on le sait, mais aujourd'hui, quelle est ta vision de cette réforme? Quels sont les points sur lesquels ton syndicat et toi-même êtes d'accord et quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Et quelle est ta vision? Parce qu'il peut y avoir d'autres évolutions. Je pense au seuil, au rehaussement des seuils que toujours de façon récurrente inquiète les confrères, ta vision de l'avenir et de l'évolution du commissariat aux comptes. Alors, sur la réforme de l'audit, déjà, il faut peut-être rappeler un petit peu la genèse de cette réforme, puisque c'est vrai que ça venait d'un livre vert par le commissaire européen Barnier, avec comme principal objectif la déconcentration du marché. Ensuite est passé tout le jeu des lobbyistes au niveau européen et on a atterri à cette fameuse réforme européenne qui s'est appliquée en France donc depuis l'année dernière. Le constat, déjà, le premier constat évident, c'est que cette réforme va à l'encontre totale des objectifs initiaux du livre vert, c'est-à-dire que on pense, et c'est à peu près sûr, ça va se constater dans les années qui viennent, que ça va accélérer la concentration du marché au niveau de l'audit. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, sur les EIP. On le voit très bien, les EIP, il va y avoir la rotation des cabinets, plus les appels d'offres. On a vu toute la perversion du système d'appels d'offres ces dernières années, avec notamment les plus gros cabinets qui systématiquement faisaient un dumping sur les prix et cassaient des prix et répondaient à des appels d'offres à des prix qui ne sont pas du tout cohérents avec la mission de commissaire aux comptes et notamment avec l'augmentation de la norme, de la qualité du travail, etc. C'est des prix auxquels on ne pouvait pas répondre objectivement pour des cabinets à taille humaine. Et clairement, ces cabinets vont faire des pertes au moins les premières années sur ces mandats, mais ça leur permettait d'obtenir un marché. Et donc, on est à peu près sûr qu'avec sur les EIP, avec donc les appels d'offres plus rotation des cabinets, eh bien, les EIP vont échapper totalement aux petits et moyens cabinets dans les années qui viennent. Donc, sur l'EIP, c'est une certitude. Sur le reste, on pense également qu'il y a un risque assez fort de concentration parce que on le voit très bien, notamment avec des sanctions qui vont être de plus en plus importantes. Une commission de discipline maintenant qui est gérée totalement par le H3C avec dedans des gens qui ne sont pas des professionnels en exercice et donc on va avoir des jugements qui vont se faire uniquement sur les textes sans prendre en compte la relation client, ce que pourrait être une mission, ce que peut être une mission, ce qu'on connaît tous, et de relations humaines normales. Et il risque d'y avoir des sanctions de plus en plus lourdes, avec en plus des sanctions pécuniaires maintenant en discipline qui ne sont pas remboursées par les assurances. Ça veut dire très clairement que des cabinets qui ont moins de 5 mandats se disent « j'ai 20 000 euros de chiffre d'affaires par an au commissariat aux comptes », vu les risques encourus, y compris en termes de pénalités, d'amendes, non remboursable, est-ce que je vais risquer sur un petit mandat où je prends 5 000 euros par an d'avoir des sanctions jusqu'à 250 000 euros d'amende? Et il y a de fortes chances donc que le commissariat aux comptes dans les plus petits cabinets n'existe plus dans les années qui viennent. Chez ECF, on le regrette bien évidemment parce que tu le sais bien, on est le syndicat plutôt des petits et moyens cabinets, donc, et on prône pour cette diversité d'exercice. On pense que c'est une chance pour la profession d'avoir la partie commissariat aux comptes, la partie expertise en termes de formation des jeunes, de diversité du métier, d'enrichissement intellectuel. C'est ce qui fait aussi l'attractivité de notre métier. Et là, on risque de perdre ça. Très clairement, on voit le mouvement qui est en marche dans les années qui viennent. Donc, prise de contrôle du H3C, totale, on le voit,
avec malgré tout des délégations, hein. Mais ces contrats de délégation, ils sont bien sûr temporaires. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Il y a un risque bien sûr de disparition de la CNCC très clair, et des CRCC derrière. Alors pas à 2-3 ans, mais à 5-10 ans, c'est possible qu'il n'y ait plus qu'un régulateur qui représente la profession. Et ça, c'est un vrai problème, puisque derrière, il n'y aura plus de professionnels pour nous défendre, pour qu'on soit entendu dans les ministères, pour pouvoir faire du lobbying justement pour la profession, et pour montrer tout l'intérêt de la mission d'audit pour l'économie, puisque c'est ça la clé du système. Donc c'est sûr que c'est, on va dire, un environnement, une période qui est un peu difficile pour le commissariat aux comptes, et notamment sur les petits et moyens cabinets. Ce qu'il faut, c'est continuer à accompagner les cabinets, parce que très clairement, il y a des points positifs d'une arrivée du H3C quand même depuis 10 ans, c'est que c'est vrai qu'on peut constater que depuis 10 ans, la profession a bien augmenté en valeur, en compétences, et ça, c'est plutôt un bien pour nos missions. Simplement, il fallait continuer à améliorer les choses comme ça. Une réforme brutale de l'audit, là, présente une cassure pour la profession, et il y a un vrai risque. Et donc, nous, ECF, on va continuer à accompagner les cabinets. On fait beaucoup de formations en termes de commissariat aux comptes. D'ailleurs, ECF Formation était le 3e organisme de formation en commissariat aux comptes dans la profession. Donc, ça montre bien que ECF est encore bien engagé sur ces sujets, et d'autant plus que les petits cabinets, on en a encore plus besoin aujourd'hui, parce qu'il y a un besoin de professionnalisation. Donc, il faut apporter de la formation, de l'accompagnement dans l'organisation des missions. Et c'est ce qu'on fait en multipliant les formations. On a des séminaires en commissariat aux comptes. Voilà, bref, on multiplie l'accompagnement envers les petits cabinets sur le commissariat aux comptes. On y croit encore. C'est sûr que s'il y a une augmentation des seuils, ce qui est, c'est dans l'air du temps depuis des années, là, ça va être un coup fatal peut-être au commissariat aux comptes. D'où aussi, au niveau lobbying, toute l'action que mène l'ECF, qui montre qu'il y a un intérêt à avoir un commissaire aux comptes, une mission de certification, même dans les petites entreprises. Et c'est vers ça qu'il faut aller, et notamment aussi vers une extension de la norme PE, qui permette d'avoir une norme d'audit on va dire allégé, adapté aux plus petites entreprises. Et d'ailleurs, c'est un des points positifs de la réforme qui a institué justement l'audit proportionné. Et ça, on aimerait que la France l'adopte. Voilà, parce qu'on a adopté les effets négatifs, on n'avait pas le choix. On aimerait bien adopter aussi les effets positifs dans cette réforme. Bien sûr. Alors, on va passer maintenant à l'expertise comptable, puisque ton syndicat, c'est Experts comptables de France, mais aussi commissaire aux comptes. Et on constate depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, une évolution, à la fois le numérique, mais aussi une évolution du métier, une évolution du marché, au rythme des congrès, avec l'expert plus que comptable, avec donner des conseils, avec... Enfin, bref, tu vois, il y a une évolution quand même importante du métier d'expert comptable, et ça risque de se développer. Après, on parlera du rôle des institutions, si tu veux bien, mais en tant que professionnel, puisque tu animes un cabinet d'expertise comptable, etc., comment vois-tu l'évolution du métier jusqu'à aujourd'hui, et comment vois-tu l'avenir? Alors, question vaste, hein, mais l'évolution du métier, on le voit tous, hein, et d'ailleurs, on n'est pas la seule profession à impacter, c'est tout l'environnement économique qui est impacté. C'est le numérique qui s'étend largement dans toutes les sphères économiques. On utilise tous nos smartphones maintenant. Voilà, et notre métier ne va pas être épargné par cette révolution. Alors, comme toute révolution, c'est un risque, mais ça peut être aussi une chance. C'est-à-dire que, en tout cas, le préalable, c'est de se dire... il faut y aller, parce que être contre l'arrivée du numérique, c'est pas possible. C'est comme l'arrivée de la micro dans les années 80. On voit que ceux qui ont été contre n'existent plus aujourd'hui. Je veux dire, être contre le progrès, c'est pas possible. Ça va arriver quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le préalable. Il faut que tout le monde ait cette idée très claire en tête et se dise, on n'a pas le choix. Donc ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et les cabinets qui n'iront pas vers le numérique disparaîtront à terme, c'est aussi clair que ça. Et donc, effectivement, on le voit déjà, nous, on a des outils au cabinet qui, même avant l'arrivée de la facture électronique, qui, il ne faut pas l'oublier, va s'étendre d'ici 2020 et va se généraliser dans la sphère économique en France.
c'est-à-dire que facture électronique, il dit écriture attachée et comptabilisation automatique, on n'en parle même plus. Mais avant ça, il y a déjà des outils très performants qui existent sur le marché. On est en train d'en implanter un au cabinet, donc je ne vais pas faire de publicité, mais voilà, qui reconnaît quasiment 100% des factures scannées, mais y compris des factures qu'on pourrait recevoir par mail, etc. Bref, qui arrive à agréger l'ensemble des pièces comptables et de les intégrer en automatique. Qui les impute? Oui, il ne fait pas que les reconnaître, qu'il les impute. Non, il les impute. Ah ouais. Alors il y a un petit système d'apprentissage qui reconnaît par le nom du fournisseur, on lui impute un numéro de compte et une fois qu'il a référencé tous ses fournisseurs, puisque 90% sont les mêmes qui reviennent chaque mois, eh bien ça impute en automatique. Donc ça existe déjà, on est en train de l'implanter et nous, au cabinet, on le voit très bien, on a un cabinet moyen, on aura quasiment plus de saisie dans les 6 mois, 1 an, une fois que ça sera déployé. Donc vous voyez, c'est pas une image de l'esprit, c'est des choses qui arrivent et très très rapidement. Ça veut dire bien sûr que nos cabinets qui sont encore très orientés production vont devoir se réorienter et revoir leur stratégie de fond en comble. Il va falloir le faire très rapidement, démarrer dès aujourd'hui. Donc ça veut dire bien sûr revoir les compétences de nos équipes, puisque on le sait très bien, demain, un collaborateur qui traitait 20-30 dossiers pourra en traiter le double. Donc ça veut dire qu'en production, pour un cabinet donné, on aura besoin 2 fois moins de collaborateurs sur la partie prod. Et donc ça veut dire que 2 solutions, c'est très clair, on ne va pas avoir de langue de bois. Sur l'autre moitié, c'est soit on les licencie, soit on leur trouve d'autres tâches. Et très clairement, donc ça veut dire que la formation va avoir un rôle primordial dans les années qui viennent au niveau de nos collaborateurs et de nous-mêmes bien sûr, pour pouvoir développer d'autres tâches. Alors on parle beaucoup des tâches à forte valeur ajoutée, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tâches à faible valeur ajoutée, et je le vois très bien, c'est une demande de plus en plus croissante du client qui dit « débarrassez-moi de tout ». C'est-à-dire que même du secrétariat. Le full service, quoi, ce qu'on a appelé, ou la gestion déléguée, comme on voudra. Exactement. Et d'ailleurs, au cabinet, nous, on a ouvert une offre secrétariat administratif, c'est-à-dire qu'on met à disposition des secrétaires. C'est vrai qu'il y a des petites boîtes de 2-3 personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une secrétaire à plein temps. Et donc, on fait du secrétariat partagé. Donc, on a une secrétaire ou qui se déplace ou qui fait ça chez nous et qui traite les papiers des clients, qui les classe, qui les envoie au comptable qui est chez nous aussi et qui s'occupe de préparer les paiements, de relancer les clients. Bref, tout ce que ferait une secrétaire. Et ça, c'est des services très simples à mettre en place et que peuvent très bien faire nos collaborateurs les moins qualifiés. Il y a entre faire de la comptabilité ou de l'administratif du secrétariat, il n'y a pas une grande différence et nos collaborateurs les moins qualifiés, ça peut être une des voies débouchées. Après, effectivement, comme tu le disais très bien, moi je pense que le cabinet type dans les 5 à 10 ans qui viennent, c'est le cabinet full service, très clairement, où on fait tout de A à Z. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir l'Interpro arriver parce qu'on va dire qu'avec l'Interpro, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et le client, on va dire, a un interlocuteur unique. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est ce qui se développe depuis des décennies chez les anglo-saxons. Ça marche parfaitement. Et on a toujours, on dit une dizaine d'années de retard en termes de service chez les anglo-saxons. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France. Donc, je suis assez optimiste sur la profession, puisque du coup, ça va nous donner un champ beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut aussi changer vis-à-vis du grand public, des jeunes, l'image de la profession, qui est une profession expert comptable, donc teneur de compte. Si on arrive à élargir notre champ, on va peut-être avoir une image un peu plus positive et justement en termes d'attractivité, ça peut nous aider. Bien sûr, il y a un risque sur cette période parce que comme toute période de mutation, il y en a qui s'en sortent très bien et d'autres moins bien. Et donc le rôle des syndicats de l'institution, c'est d'arriver à en accompagner un maximum. Donc c'est mise en place de formations, peut-être agréger des sociétés de conseil spécialisées qui peuvent aussi accompagner au cas par cas les cabinets qui le souhaitent. Mais on a eu cette même mutation dans les années 80, je parlais de la micro, et on voit que la profession s'en est plutôt bien sortie. On a bien intégré la micro dans les cabinets, et puis ça nous a permis de continuer à développer le cabinet, d'avoir de meilleures rentabilités, etc. pendant quelques années. Là, elle s'est érodée pour d'autres raisons ces dernières années, mais je pense que justement, on peut retrouver, en redéveloppant le full service, de belles marges, de belles rentabilités,
Et donc, c'est une vision plutôt positive de l'avenir de notre profession. Merci pour cette réponse très complète sur ta vision du métier et merci de l'avoir fait avec passion. Je voudrais passer maintenant à un côté un peu plus institutionnel. Du côté de la compagnie, tu as répondu tout à l'heure ta vision du métier de commissaire aux comptes avec les évolutions réglementaires, etc. Mais sur le plan institutionnel, alors du coup, puisque la compagnie perd beaucoup de ses prérogatives régaliennes, ou de ses prérogatives importantes, y compris la formation qu'elle récupère par délégation. Mais enfin, on voit bien que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Entre l'ordre et la compagnie, que faire? C'est clair que CF est pour une réunion des deux institutions, compagnie et ordre. On a d'ailleurs fait un livre blanc pour expliquer le détail de notre pensée et pourquoi on pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la profession. Donc je vous invite à le télécharger puisqu'il est en téléchargement libre sur notre site ECF. Mais très clairement, aujourd'hui, il faut absolument que nos deux institutions soient rassemblées pour plusieurs raisons. Déjà, on l'a vu quand on a un peu d'historique, comme tu l'as, de la profession, qu'avoir une profession qui parle de deux voix, c'est d'une efficacité terrible. Dans plusieurs des réformes, on a pâti de cette double voix de la profession, alors que, bien sûr, au sein des cabinets, on fait les deux métiers. Donc, que ce soit de l'expert comptable du commissariat ou le commissaire aux comptes qui le font, ça a peu d'intérêt pour nous. C'est vraiment des querelles de chapelle qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tu le soulignais très bien, c'est que la CNCC, aujourd'hui, a de moins en moins de pouvoir, avec une problématique importante, qui est une problématique aussi budgétaire, qu'il faut souligner. Et donc, aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir une grande profession rassemblée, qui parle d'une voix et qui soit puissante, justement, qui soit représentative des pouvoirs publics, eh ben, c'est de réunir nos deux institutions. Ça serait la meilleure chose pour la CNCC, qui puisse arriver pour la CNCC d'ailleurs, parce que sinon, on risque de ne plus être entendu au niveau de la CNCC, comme je le soulignais en début d'intervention. Et puis la troisième chose qui plaide aussi pour la Réunion, c'est le risque de scission de notre profession. On avait fait un sondage il y a quelques temps et ça, a priori, personne ne le veut. La scission de la profession, on était à plus de 80% qui souhaitaient une profession rassemblée. Ce risque de scission, il est très clair parce que si on arrive à un relèvement des seuils, avec tous les phénomènes de concentration que j'ai expliqués, on va arriver à 3 ou 4 000 commissaires aux comptes. Et ça va poser... Au lieu de 12 000, 13 000 aujourd'hui, ouais. Avec 25% quand même qui n'ont pas de mandat, à peu près. On va arriver à 3-4 000 et ça va poser un problème au niveau de nos diplômes puisque, tu le sais très bien, le DEC permet d'avoir l'accès aux deux métiers avec une obligation de se former, d'avoir un nombre d'heures en commissariat aux comptes minimum. Et donc ça veut dire qu'on va avoir tous les stagiaires de la profession, du métier, qui vont devoir aller vers 3-4 000 cabinets sur, au lieu de 20 000 sur ou 15 000. 20 000. Ouais. Donc ça pose un souci. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la profession qui ne pourra pas accueillir des stagiaires. Et donc derrière, perte de compétences, plus de successeurs au sein de son cabinet. Et donc clairement, les pouvoirs publics vont commencer à se poser des questions en se disant est-ce qu'on ne devrait pas séparer les diplômes? Il y a le CAFCAC qui existe, peut-être le remonter, et faire un DEC qui soit consacré à l'expert comptable. Et là, forcément, on arrive à la scission. Et avec une scission, on recrée artificiellement deux professions qui risquent une concurrence forte entre elles, puisqu'on l'a vu, la CNCC a eu quelques velléités il n'y a pas si longtemps que ça d'aller sur des missions contractuelles. Et si la CNCC va sur les missions contractuelles et qu'il y a scission, forcément, c'est la guerre. Et ça, je crois que personne n'en veut. C'est une aberration totale. Et donc, le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de rassembler nos institutions, c'est de réfléchir au diplôme aussi, de l'adapter peut-être. Tu me disais que tu avais été voir en Angleterre comment ça se passait, tu as très bien vu. Il y a le diplôme général, qui est un diplôme par institut, les CCA, mais qui est commun, qui est un socle commun. Et ensuite, si les cabinets veulent faire du commissariat aux comptes, ils passent une espèce d'option, une extension, commissariat aux comptes, qui leur permet de faire du commissariat aux comptes. Il faudra peut-être arriver à ça en France.
c'est une option. Je pense en tout cas qu'il faut qu'il y ait une grande réflexion entamée sur ce sujet parce que c'est une vraie problématique. Si on ne l'anticipe pas, ça va nous arriver en pleine face et ça risque d'être compliqué à gérer. Julien, merci. Merci à toi.